Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde des Rougon-Macquart. Aujourd'hui, nous allons parler du milieu artistique de la fin du XIXe siècle et plus particulièrement de Claude Lantier. Claude Lantier, l'artiste dont Paris ne voulait pas. Donc, on va se focaliser sur les différents endroits où Claude va vivre, travailler, exposer et montrer comment Zola s'y prend pour nous faire comprendre que Paris n'était pas fait pour Claude et Claude n'était pas fait pour Paris. Pour Émile Zola, l'hérédité prend une place primordiale à travers les générations et Claude n'a pas de chance. Claude, c'est l'arrière-petit-fils de Macquart, le second partenaire de son arrière-grand-mère Adélaïde. Et Macquart n'était pas très recommandable. C'était un braconnier, alcoolique. Et à ce moment-là, Adélaïde a elle-même eu des problèmes de santé mentale. Elle a sombré dans la folie aussi. Donc, cette branche de la famille aura souvent des destins tristes, voire tragiques. Claude enfant, on le rencontre dans l'Assommoir. Il a 8 ans au début du volume et il va rester sur Paris pendant 4 ans. Ses parents ont récemment déménagé depuis la Provence. Sa mère va se remarier avec un certain Coupeau. Et lui, quand il a une douzaine d'années, il repart dans le sud grâce à un mécène, une forme de mécène. Un vieux monsieur de Plassans leur demande à Claude, l'aîné des petits, pour le placer là-bas au collège. Une toquade généreuse d'un original, amateur de tableaux, que des bonshommes barbouillés autrefois par le mioche avaient vivement frappé. Donc Claude, malgré ses origines modestes, a l'opportunité de changer de classe sociale. On retrouve Claude 7 ans plus tard, et là, ce sera dans l'œuvre. Et il a bien grandi, il est adulte maintenant, il vit à Paris et il est artiste peintre. Donc l'éducation de ce monsieur a porté ses fruits. Au passage, je vais vous montrer l'extrait de l'œuvre qui est quasiment la copie de l'extrait de l'Assommoir. Donc je trouve ça assez intéressant. Un vieux monsieur de là-bas s'était présenté en leur demandant Claude, qu'il voulait mettre au collège près de lui. La toquade généreuse d'un original, amateur de tableaux, que des bonshommes barbouillés autrefois par le mioche avaient frappé. Avant d'aller plus loin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans la deuxième partie du XIXe siècle et c'est l'époque de la révolution industrielle en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Donc, ça se traduit par, bien sûr, le développement de l'industrie, de la production, le développement du commerce et l'émergence de cette classe moyenne, souvent originaire de milieux modestes, qui a bien réussi, qui a su saisir les opportunités et se retrouve à pouvoir consommer parce que bon, ils ont un certain pouvoir d'achat et ça va générer tout un mouvement de nouvelles inventions, que ce soit au niveau artistique ou commercial, pour plaire à cette nouvelle classe. Et donc, c'est tout à fait normal quand on vit en province de vouloir essayer de conquérir Paris par ses idées. Et donc, Claude est un artiste parmi tant d'autres. Et il est venu, il y avait déjà ses deux amis de Plassans qui étaient là. Il y avait Sandoz, un écrivain, et Dubuche, qui est un élève architecte, dont on parlera sûrement plus tard ou dans dans une autre présentation. Alors, comment commence sa conquête de Paris? Ben, pas trop mal. Au début du roman, on le voit sur l'île Saint-Denis, en plein centre, pas très loin de Notre-Dame. Il peut aller à pied dans des endroits où il peut potentiellement percer. Financièrement, il n'est pas dans une mauvaise situation,
vu que le monsieur qui s'était occupé de lui enfant lui a même fait une rente, ce qui n'est pas mal parce que quand on voit les autres artistes, ils n'ont pas tous eu cette chance. Et il a de quoi vivre. Tous les mois, il reçoit un revenu de cette rente, donc les choses ne vont pas mal pour lui. Voici quelques photos du quartier où il habitait. Donc, c'était à côté du pont Louis-Philippe, qui était tout neuf à l'époque. Et il était donc sur l'île de Saint-Denis. Et il avait son atelier dans les combles de l'ancien hôtel du Martois, à l'angle de la rue de la Femme sans tête. Donc, il s'agit de ce portail qui était l'entrée de la cour pour son bâtiment. Donc, ce sont des photos que j'ai prises moi-même lors d'un pèlerinage sur les lieux de Claude dans l'œuvre il y a quelques années. Grâce aux descriptions de Zola, on peut dire que Claude habitait dans une de ces deux mansardes en haut, et sous ce porche, c'est là où il a rencontré Christine, sa compagne. Donc, a priori, le départ de Claude dans la vie parisienne n'est pas trop mauvais. Et puis on continue à lire le roman et on apprend plus de choses sur Claude. Et on voit que c'est quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup. Il travaille avec acharnement, mais en plus, il veut innover à tout prix. Il veut s'éloigner de la tradition artistique et créer son propre mouvement. Ça, c'est sa véritable ambition. Le premier tableau qu'il conçoit, enfin le premier tableau que l'on voit en train d'être conçu dans le roman, il mesure 3 mètres sur 5, donc c'est énorme, ça doit prendre toute la place dans son atelier. Il est également un peu brut dans son comportement, un peu gauche. Il marche à grands pas, c'est un paquet de nerfs. D'ailleurs, le ventre de Paris le décrit. Le ventre de Paris, c'est un autre roman où il apparaît brièvement. Et il est décrit par Zola comme Claude est peintre. C'est un garçon maigre avec de gros os, une grosse tête, barbu, le nez très fin, les yeux minces et clairs. Il porte un chapeau de feutre noir roussi, déformé, et se boutonne au fond d'un immense paletot d'étain. Donc voilà l'apparence générale de l'artiste qui n'est pas particulièrement flatteuse. Donc Claude, on comprend assez vite aussi qu'il est un peu rebelle. Il veut faire de l'art véritable et n'est pas vraiment intéressé par les goûts de toute cette classe moyenne, ou du moins il veut faire évoluer leurs goûts. C'est vrai qu'il trouve que cette nouvelle classe moyenne, d'accord, elle aime bien l'art, mais elle aime bien l'art plutôt classique, facile à comprendre. Un bouquet de fleurs, ça passe mieux qu'une femme nue au bord d'un lac. Aussi, Claude se dispute avec pas mal de gens. Il a suivi des cours à Paris, mais il voulait n'en faire qu'à sa tête, et on lui a fait comprendre clairement que s'il continuait comme ça, il ne ferait jamais rien de bon dans sa vie. Et d'ailleurs, il n'a pas tenu le coup à l'école des beaux-arts. Il a d'ailleurs dit un jour à qui voulait l'entendre ce qu'il pensait d'eux. Il s'en est allé. Donc, rien qu'avec ça, c'était déjà mal parti pour la conquête de Paris, parce que quand on ne s'entend pas très bien avec les autorités, ça ne va pas le faire. Pour se détendre les nerfs, Claude marche beaucoup, et vite. Il a une bande de copains qui se retrouvent dans un café pas bien cher, tout là-haut, là où il y a l'étoile. Et c'est à 5 kilomètres de chez lui environ. Donc il va là, il se retrouve entre artistes. Il y a aussi des modèles qui les rejoignent. Bon, c'est leur vie de bohème, ils sont jeunes, ils s'amusent bien. Bon, les temps ont changé. Maintenant, à cet endroit-là, il y a une boulangerie-pâtisserie. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Et vous voyez la zone bleue et la zone blanche. L'étoile est juste au milieu. Et pour ça, ça va me donner l'opportunité de vous parler de Paris
à l'époque, au XIXe siècle. Parmi toutes les innovations de la deuxième partie du XIXe siècle, il y a eu l'infrastructure dans Paris. Paris s'est transformé. Jusqu'à présent, beaucoup de bâtiments dans le centre de Paris étaient insalubres et le baron Haussmann a tout recréé. Il a créé le système de rue, il a créé le système d'immeubles tels que nous les connaissons maintenant, dont nous parlerons davantage dans Pot-Bouille. Et pour cela, il a fallu raser tous les vieux bâtiments et créer du neuf. Voilà, la partie rénovée de Paris, c'est la partie bleue. Donc, ce qu'on appelle le Paris d'Haussmann, je l'appelle le Paris d'Haussmann, et c'est là où les gens chics et bien et à la mode vivaient. Dans la zone blanche, c'était les gens qui n'avaient pas beaucoup d'ambition, c'était les pauvres qui avaient été expropriés pour qu'on puisse construire ces fameux nouveaux bâtiments. Et au-delà des frontières, il y avait les fortifications tout le long. Et après, il y avait la banlieue, qu'on appelait la zone. Et d'ailleurs, on utilise toujours le mot la zone de nos jours. Et là, bon, c'était des gens pas très recommandables, c'était vraiment la grosse pauvreté, c'était les chiffonniers, c'était la délinquance. Donc, c'est très intéressant quand on voit où se retrouvent les artistes. C'est vraiment à la frontière du bleu et du blanc, parce que ce sont encore des gens qui ne sont pas entrés dans le monde de Paris, mais qui en ont l'ambition. Les jeunes artistes ont une opportunité de présenter leur travail au Salon des Refusés. Le Salon des Refusés, c'est pour eux, c'est pour les gens qui ont des techniques de peinture moins traditionnelles et qui veulent percer dans ce nouveau monde. Et Claude, il est accepté cette année. Sa grosse toile de 3 mètres par 5 passe, mais c'est qu'il est moderne. Il est très moderne et il a fait des choses qui n'avaient pas encore été faites avant, comme mettre des femmes nues dans des paysages de plein air. D'ailleurs, il avait appelé son œuvre plein air. Et ça, bon, c'était est-ce que Paris était prêt à l'accepter ou non? Et bien entendu, ça n'a pas vraiment plu aux têtes bien pensantes ou aux gens qui n'avaient pas l'habitude de ces choses un peu trop alternatives. Donc, il arrive au salon, Claude arrive au salon et il a du mal à trouver son tableau. Bon, Zola, il en profite pour nous présenter le public et les œuvres d'art comme ça. Pendant que Claude cherche, Zola rajoute des détails. Et puis, quand il le voit, quand enfin il arrive à voir son salon, il y a beaucoup de monde autour, mais en fait, tout le monde se moque de lui. Et parce que bon, ben, ils sont pas habitués, il y en a qui trouvent ça cochon, il y en a qui disent qu'il est allé trop loin. Et puis, donc, bon, c'est la grosse claque pour Claude. Et en plus, il est doublement blessé parce qu'il est critiqué par des gens qu'il juge médiocres. D'ailleurs, il parle d'un bourgeois à un moment qui avait un rire tonnant d'imbécile. Donc après ça, ben, c'était pas très bon, il n'était pas content. Mais en même temps, il a de nouvelles opportunités. Mais là, pas vraiment au niveau professionnel, au niveau personnel, parce que sa relation avec Christine se concrétise et ils vont décider de se mettre au vert en vivant en banlieue parisienne pendant un certain temps. Pendant les 5 ans en banlieue, la vie va s'écouler paisible pour Claude. Il va penser sa blessure narcissique. Il va filer le parfait amour avec sa compagne. Il va avoir un petit garçon. Il va continuer à peindre. Et il va même de temps en temps aller à Paris
pour vendre ses tableaux parce qu'il a un acheteur là-bas qu'il a depuis qu'il a 20 ans. Et donc, ça lui fait un peu d'argent. Ça lui donne l'opportunité aussi de revoir ses copains. Et c'est sûr que vers la fin de cette période de 5 ans, Paris commence à vraiment lui manquer. Paris va lui manquer tellement qu'un jour, Christine, sa compagne, lui dit, bon, je pense que là, il va falloir qu'on reparte et qu'on va réessayer. Après une absence de 5 ans, Claude va s'apercevoir que les choses ont changé sur Paris. Quand il parle à ses amis, on s'aperçoit que ceux qui ont suivi un système ont réussi, mais ceux qui ne l'ont pas suivi ont dû penser à d'autres options. Et puis ensuite, les prix ont augmenté, il faut qu'il trouve un endroit où vivre. Il ne peut pas se permettre de revenir rue Saint-Denis. Alors, en plus, il faut un appartement plus grand vu que maintenant il a une famille. Donc, il se retrouve rue de Douai. Alors, Claude, il se retrouve à Paris. Bon, il est encore dans la zone bleue, mais vraiment à la frontière de la zone blanche. Mais il est content. Il est content de revenir à Paris. Il fut pris d'une fièvre de vacarme et de mouvement, du besoin de sortir, de battre la ville, d'aller voir les camarades. Il filait dès son réveil. Il laissait Christine aménager seule l'atelier qu'ils avaient loué rue de Douai, près du boulevard de Clichy. Donc, lui, il est très content. Il est très content, il ressent qu'il a une autre chance, donc ça va, mais ça ne va pas aller pendant longtemps. Un des soucis, c'est l'endroit où ils habitent. Parce que là, Zola, il nous dit, mais que faire dans cette pièce en longueur, un couloir que le propriétaire avait l'effronterie de louer à 400 francs à des artistes après l'avoir couvert d'un vitrage. Et le pire était que le vitrage, tourné au nord, resserré entre deux murailles hautes, ne laissait tomber qu'une lueur verdâtre de cave. Alors là, c'est pas bon. Bon, déjà, on voit comment les propriétaires tirent avantage de la situation. Donc, ils louent quelque chose de bien cher parce que bon, ils savent qu'ils peuvent. Mais en plus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté aux besoins des artistes. Parce que dans un couloir, il ne peut pas vraiment mettre ses grosses toiles de 3 mètres sur 5. Ensuite, on a le vitrage tourné au nord, donc la seule ouverture sur le monde qu'il aurait, c'est le nord qui correspond géographiquement à la banlieue, au quartier populaire, alors qu'il faudrait vraiment que l'ouverture soit au sud. Et ensuite, il en rajoute, Zola, il dit, c'est resserré entre deux murailles hautes, donc là, il est vraiment au fond du trou, et ne laissait tomber qu'une lueur verdâtre de cave. Donc c'est la cave, il est au fond du trou, mais encore, lui, il ne voit pas ça. Il voit que bon, c'est pas trop facile, mais bon, il a le moral, il se dit, bon, mais je ferai les toiles plus petites, et il essaye, il est rejeté, il recommence, il est rejeté, et ça pendant 3 ans. Donc c'est vraiment pas bon. Mais Claude, il se décourage pas. Il a de nouvelles ambitions, une épiphanie pour un grand tableau, 8 mètres par 5. Bon, dans son couloir, il ne peut rien faire, donc il va trouver un autre local et voyons où est-ce qu'il le trouve. Parce que ça, c'est très intéressant. Il trouva son affaire à mi-côte de la rue Tourlaque, cette rue qui dévale derrière le cimetière et d'où l'on domine Clichy jusqu'au marais de Gennevilliers. Donc ça va vous donner un indice pour savoir si cette toile, ça va être un succès. Ben, autant le dire, il est sur la pente savonneuse. Tous les mots utilisés sont négatifs.
déjà dévalé derrière le cimetière, on va l'envoyer plus bas que terre. Il y a aussi la notion de mort qui arrive. Et la seule chose qui domine, c'est pas seulement la banlieue où il n'y a rien à gagner, mais aussi c'est les marais. Donc il est en train de s'enfoncer. Inconsciemment, Claude regarde vers le bas et vers sa déchéance. Et c'est vrai que quand on a une pente, on peut la voir de manière différente. Zola, il aurait pu facilement écrire que cette rue remontait vers Montmartre, qui dominait Paris, à la mode Rastignac dans le Père Goriot, par exemple. Mais non, 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 non. Claude, il domine les marais. Et en plus, remarquez la petite étoile sur la carte. Ça y est, il n'est plus en zone bleue, il est maintenant en zone blanche. Donc, il s'éloigne encore plus des endroits populaires. Et donc, il est même plus sur la touche maintenant, il est carrément vers la fin. Et c'est à partir de ce moment-là la dégringolade s'amorce. Il travaille à s'en rendre fou, le travail est rejeté, moqué, il soumet d'autres peintures dans le milieu, mais bon, on lui dit qu'il a une peinture de balai usée, où qu'il aille, ce n'est que raillerie. Donc ça va vraiment pas. Il y a beaucoup de scènes plus pénibles les unes que les autres. Il y a d'ailleurs il y a d'ailleurs la dernière scène du salon des refusés où on l'a fait entrer grâce à la générosité d'un ami. Et encore, bon, ce n'était que, c'était vraiment une opportunité pour Zola pour montrer qu'il n'était plus accepté par le monde. Et il finit par se suicider. Donc, il va finir par se suicider. Sa femme va, va tomber malade. Et maintenant, il va falloir procéder au dernier voyage de Claude vers le cimetière. L'organisation des funérailles est assez triste parce que Sandoz, son ami écrivain fidèle, c'est celui qui organise l'enterrement. Bon, il n'a pas le choix, c'est le seul qui soit resté parce que les autres, ils ont évolué, ils ont d'autres choses à faire. La femme de Claude est hospitalisée et Claude n'est pas vraiment en relation avec les autres membres de sa famille qui sont sur Paris. Donc, Sandoz, il ne réunit que quelques personnes, beaucoup de voisins et des badauds. Et côté famille, grâce à un article qui avait été mis sur le journal, il y a Octave Mouret, celui qu'on retrouve dans Le Bonheur des Dames, il utilise ça pour se faire de la pub, pour dire qu'il soutient les arts. Et il y a aussi une Sidonie Rougon, qui est une antiquaire, qui vient aussi, mais elle va pas rester longtemps, on verra plus tard. Et il y a aussi Bongrand. Bongrand, c'était un peintre qui avait beaucoup souffert pour son art, mais lui, d'une certaine manière, il avait réussi. Et puis par les amis, bon, il y a Mahoudeau, il y a un sculpteur qui a eu aussi une vie très difficile. Donc il vient, il reste pas longtemps non plus, mais il vient. Et les autres, ouais, ils ont d'autres choses à faire. Donc la procession commence. Le cortège comprend 20 personnes. Et voilà comment ça se passe pour aller jusqu'à l'église. Lentement, le corbillard gravissait la pente rude dont le lacet tournait sur le flanc de la butte Montmartre. Par moments, des rues transversales qui dévalaient, des trouées brusques montraient l'immensité de Paris, profonde et large ainsi qu'une mer. Lorsqu'on déboucha devant l'église Saint-Pierre et qu'on transporta le cercueil, là-haut, il domina un instant la grande ville. C'était par un ciel gris d'hiver, de grandes vapeurs volaient emportées au souffle d'un vent glacial, et elles semblaient agrandies sans fin dans cette brume, emplissant l'horizon de sa houle menaçante. Le pauvre mort qu'il avait voulu conquérir et qui s'en était cassé la nuque, passa en face d'elle, cloué sous le couvercle de chêne, retournant à la terre comme un de ces flots de boue qu'elle roulait. Ben, c'est pas très gai tout ça. On a une pente rude, donc il remonte la pente depuis la rue Tourlaque, hein,
Et puis, on voit un Paris qui est représenté comme une mer profonde où on peut se noyer. Ensuite, il fait froid, c'est un ciel gris d'hiver, il y a une houle menaçante. Le mort, bien sûr, ben, il est sous le couvercle de chêne, il est dans son cercueil. Et lui, bon, ben, on lui donne ça, la dernière vision de Paris. Mais bon, on sait que c'est terminé. Voilà la dernière vision de Paris, du cortège. Et celle-ci n'est pas trop mal parce que il devait y avoir beaucoup plus de brume le jour de l'enterrement. Mais ça donne une idée de ce qu'ont pu voir les gens à l'époque. Pendant les préparatifs des obsèques, Sandoz a eu du mal à trouver des églises. Parce que bien sûr, dire une messe à un suicidé, ce n'était pas vraiment du côté des préceptes catholiques. Et après, quand je suis allée à Paris, que je suis allée sur le site de l'église Saint-Pierre, qui maintenant est très beau, il y avait cette description devant l'église. Et apparemment, cette église était vraiment un piteux état au 19e siècle. Donc c'est comme ça, ils ont dû apprécier le bol ou la manne céleste de Sandoz pour célébrer les funérailles et ils ont accepté. Donc après la messe, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui va l'accompagner au cimetière parce que bon, c'est un peu loin. C'est un peu loin, c'est en dehors de la ville, c'est à Saint-Ouen, un nouveau cimetière, une nouvelle structure qui avait tout à fait accepté qu'il soit enterré là-bas malgré son suicide. Et ce nouveau cimetière, il a un surnom, il s'appelle Cayenne. Cayenne, bon ben, c'est soit l'endroit où on envoie tous les bagnards ou tous les gens dont Paris ne veut pas, ou alors c'était peut-être juste le nom du quartier de Saint-Ouen qui s'appelait aussi Cayenne. Si vous avez la réponse, laissez-moi un commentaire. Donc c'est une structure moderne destinée à recevoir beaucoup de défunts. Et d'ailleurs, Sandoz s'est dit, c'est un cimetière qu'il aurait compris avec son engagement de modernité. Donc ça donne un peu une touche d'optimisme sur la dernière demeure de Claude. Et, euh, et d'ailleurs, Sandoz, il continue et dit que bon, il était en avance sur son temps et c'est pour ça que Paris ne l'avait pas accepté. Il disait, il faudra une génération, 2 générations peut-être, avant qu'on peigne et qu'on écrive logiquement dans la haute et pure simplicité du vrai. Seule la vérité, la nature est la base possible, la police nécessaire en dehors de laquelle la folie commence. À méditer. Avant de vous quitter, voici un résumé géographique du voyage de ce peintre dont Paris ne voulait pas. Donc ça a commencé au centre, avec toutes les opportunités qui étaient possibles, et ça a terminé en dehors de la ville. Ben voilà, c'est terminé. Alors je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les Rougon-Macquart. Au revoir. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à activer le pouce et aussi vous abonner. À bientôt.